Bonjour, vous aurez certainement reconnu le revolver qui est utilisé dans le petit extrait que je vous ai passé à l'instant, que j'ai extrait de la bataille de Stalingrad en fait, et qui est utilisé par les officiers sur les bateaux de débarquement, sur les barges de débarquement. Et en fait, il s'agit de ce revolver-là qui est le Nagant 1895. Alors les frères Nagant, pour certains, vous les connaissez, ils ont déjà collaboré avec les Russes en 1891 pour le chargeur du fusil Mosin-Nagant. Les Russes ont considéré que le chargeur des frères Nagant était plus efficace que le leur. Donc ils ont monté sur le fusil Mosin-Nagant toute la partie chargeur des frères Nagant, Léon et Émile. Et nos frères Nagant ont décidé de fabriquer une arme de poing totalement atypique que les Russes, à mon avis, leur ont plus ou moins commandé, et qui est un revolver pouvant être équipé d'un silencieux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, ça n'existait pas. Le pistolet semi-automatique à la fin du 19e siècle faisait juste son apparition, il n'était pas encore fiable. Il a commencé à être vraiment fabriqué au début du XXe siècle au niveau du pistolet semi-automatique, donc on pouvait déjà équiper le silencieux. À l'époque, aucune arme ne pouvait recevoir un silencieux. Je parle bien des armes de poing, je ne parle pas des fusils ou des carabines, puisque là c'est différent. Mais aucune arme pouvait recevoir un silencieux. Donc les frères Nagant ont commencé à travailler en 1893 sur un ancien projet qui avait été déjà commencé par le Belge Pieper dans les années 1886. Il avait sorti une arme qui pouvait recevoir un silencieux. Son arme était d'ailleurs assez en avance. On avait un barillet qui était tombant, on avait un extracteur en étoile. On avait quelque chose qui était déjà une belle arme, mais son système silencieux était très complexe, avec énormément de pièces, très compliqué à entretenir. Et pour une armée, il faut absolument qu'une arme de poing, ou même un fusil, soit très facile d'entretien, très facile pour le nettoyage et pour remplacer les pièces. Donc les frères Nagant travaillent en 1893 sur ce projet-là, déposent un premier brevet et améliorent encore leur arme jusqu'au 17 juin 1895, d'où le nom, Nagant 1895, où là ils déposent le brevet définitif dont est tirée cette arme-là. La particularité de ce revolver, en fait, le fait qu'il soit, que l'on puisse l'équiper d'un silencieux, a été quand même je dirais une épreuve technique assez compliquée, parce qu'il fallait que le barillet ait le mouvement rotatif comme sur tous les revolvers, et en plus ils ont rajouté un mouvement linéaire du barillet pour venir loger la munition dans le cône d'entrée du canon, et pour, par expansion de la munition, obtenir une étanchéité parfaite. Donc en fait, au niveau de l'arme en elle-même, elle ressemble énormément au revolver de cette époque-là.
Là, on a la portière de chargement et de déchargement. Quand on la bascule, on a accès aux chambres, en fait, ici. Et il y a une petite particularité, c'est quand elle est basculée dans cette position-là, comme elle est montée sur un axe avec un ressort qui la tient en position, on a un ergot à ce niveau-là qui vient indexer le barillet de telle manière qu'à chaque fois que vous avez le cran qui se met en place, vous êtes sûr que la tige extracteur de douille sera bien en face. Alors la tige extracteur de douille, elle se trouve à cet endroit-là. Donc en faisant un quart de tour, on peut la sortir. Ensuite, il suffit juste de faire un quart de tour à l'ensemble, sachant qu'on a des marques et des repères, pour faire une extraction de douille. Donc à chaque fois que vous faites, vous arrivez sur la butée, vous êtes en face de la douille. Cette portière, elle a une deuxième fonction, c'est qu'une fois qu'elle est refermée, vous avez la position des chambres par rapport au canon qui est aussi indexé. Donc ça vous donne déjà 2 indexations. Alors pour le démontage du revolver, c'est très très simple. En fait, on bascule la première bague qui est ici avec le système d'extraction des douilles. Et on se retrouve ici avec un axe, l'axe du barillet, qui est ici et qui peut se sortir très facilement. Donc en fait, l'axe, qui est ici, a un alésage pour laisser passer la baguette et un petit axe en bout qui vient se monter sur la carcasse. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Une fois qu'on a enlevé cet axe ici, on ouvre la portière et on sort très facilement le barillet. Donc sur le barillet, on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'étoile ici pour l'entraînement en rotation. On a le premier index qui est ici, en fait, qui lui va servir à indexer le barillet pour le déchargement. On a ensuite un troisième index qui est là, qui lui vous donne la position de la chambre par rapport au canon, c'est-à-dire que là, quand le barillet, vous le mettez en butée, c'est la portière qui vient se mettre en butée ici, vous avez votre chambre qui est en face du canon. Et ensuite, bien évidemment, vous avez cette petite rainure ici qui permet l'indexage en rotation sur un ergot qui est sur la carcasse que je vous montrerai tout à l'heure. Cette partie-là du barillet est un peu particulière puisque là vous avez donc les 7 chambres qui sont ici avec des alésages qui sont faits tout le tour des chambres justement pour pouvoir rentrer dans le cône du canon qui est ici. C'est-à-dire que le barillet va se mettre dans le cône du canon pour faire étanchéité. Voilà, donc le système ici, le barillet est monté sur un axe qui est monté à l'intérieur avec un ressort, ce qui lui permet de revenir en arrière, puisque le barillet est poussé par un sabot que je vous montrerai sur la carcasse tout à l'heure. Vous avez une petite encoche qui est ici, et là vous avez une petite rainure, ce qui fait que vous pouvez démonter facilement cette pièce-là avec le ressort qui est l'axe qui permet la translation en fait du barillet. Voilà, le système, c'est vrai qu'il paraît assez simple comme ça, mais enfin bon, il fallait quand même, il y a 125 ans, penser à ça. Sur l'arme en question, donc on se retrouve ici avec le fameux cône ici extérieur,
où vient se loger les chambres du barillet. Et on a un cône intérieur où vient se loger la munition. Et comme du fait qu'elle s'expanse, comme le collet s'expanse, on a l'étanchéité qui se fait à ce niveau-là. De ce côté-là, on a le sabot que l'on voit ici, en fait. Donc ce sabot, eh ben, il est libre de ses mouvements, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué du tout. C'est une pièce qui monte et qui vient sortir sous l'action du chien, je vous le montrerai tout à l'heure. Il est bien évidemment percé pour pouvoir laisser passer le chien. Le chien vient sortir à ce niveau-là. On a le doigt ici qui permet d'entraîner le barillet en rotation. Et on a l'index ici qui monte lorsque l'on arme le chien et qui vient, lui, se bloquer sur cette rainure qui est ici. Donc le système reste quand même assez simple, mais pour l'époque, c'est quand même quelque chose d'avant-garde. La munition se présente sous cette forme-là, avec un collet à train ici, et là, une douille tirée, expansée. Donc en fait, si on reprend une douille vide, bien évidemment, et si je la mets en place, voilà ce qui se passe. On est en appui avec le sabot derrière ici, et on vient faire étanchéité à l'intérieur du canon qui est là. Et le percuteur traverse le sabot pour pouvoir percuter pour le remontage. C'est aussi simple. C'est pour ça que les frères Nagant, en fait, ont travaillé avec les Russes, puisque les Russes ont racheté immédiatement le brevet pour fabriquer cette arme-là. Parce que c'est une arme qui est très très simple au niveau fonctionnement. Voilà. Donc en fait, voilà, une fois qu'on a remonté l'ensemble, ça c'est très rapide. Donc au niveau des munitions, une fois, si vous voulez, que le revolver a été étudié pour qu'on ait une étanchéité parfaite ici, donc supprimer le fameux jeu de l'entrefer, il fallait ensuite monter un silencieux sur le canon. Alors les silencieux, il y a eu plusieurs systèmes de montage. Il y a eu des systèmes de montage à baïonnette, c'est-à-dire qu'en fait le silencieux venait rentrer sur le canon ici, en passant sur le guidon. On avait une rainure qui laissait passer le guidon et on tournait derrière le guidon comme un système de baïonnette pour pouvoir tenir le silencieux. Il y a eu d'autres systèmes qui ont été mis au point. Celui-là, par exemple, qui est un système un peu plus gros, mais qui vient se monter de la façon suivante, hein, c'est-à-dire qu'on a une bague filetée qui est ici, on vient monter cette partie-là, et ensuite on vient serrer l'ensemble pour avoir le filetage du silencieux qui est là. Alors après, évidemment, on peut monter un peu ce que l'on veut comme silencieux. Ça, c'est un point 30 hein, que l'on peut monter ici. Bon, celui-là est tout acier. Le problème, si vous voulez, de ce type de silencieux, c'est que c'est quand même déjà assez lourd, assez gros. Ça vous fait une arme qui est quand même très très lourde. Donc les silencieux ont été réduits en longueur et en diamètre sans perdre trop d'efficacité. Alors bon, moi pour la démonstration, j'ai utilisé un silencieux maison, c'est-à-dire qu'en fait
J'ai pris un flacon en plastique, bien évidemment, et je l'ai scotché sur le canon. Ça a fait exactement le même effet qu'un silencieux. Au niveau des munitions, alors aujourd'hui on retrouve des munitions sans problème. On retrouve en particulier la Fiocchi 7,62 Nagant, et on retrouve de la Partisan. Alors, la Fiocchi fonctionne bien. La seule chose, c'est qu'elle est difficilement rechargeable, c'est-à-dire qu'on peut la recharger une fois, 2 fois, 3 fois, puis après on a un problème au niveau du collet. Alors que la Partisan, elle, est vraiment une munition rechargeable. D'ailleurs, on le voit au niveau de la munition, on n'a pas du tout la même finition, on n'a pas du tout la même épaisseur de laiton. Ici, on a une petite rainure. On a une munition qui est totalement différente au niveau qualité de fabrication. Donc la Partisan, elle, est rechargeable sans problème. Après, on peut aussi fabriquer des munitions différentes en utilisant des douilles de 32-20 que l'on trouve facilement et des ogives, alors soit les ogives blindées, soit à ce moment-là des ogives plomb. Moi j'ai des ogives plomb que je fabrique, je prends en fait le moule qui est le 90-301 et qui me permet d'obtenir des ogives qui sont de bonne qualité. On a quelque chose de sympa et on a de la belle ogive en fait. Donc là on peut utiliser aussi ces munitions-là, ce qui fait qu'on n'a pas forcément trop de problèmes pour retrouver des munitions, bon, sachant que si on utilise une munition de ce type-là avec une ogive plomb, on ne peut pas bénéficier du silencieux. Il n'y a que vraiment les Nagant, les 7,62 Nagant, qui permettent de pouvoir utiliser du silencieux. Alors bon, on trouve bien évidemment les outils, les outils sont fournis, façon de parler, pas fournis avec, il faut forcément les acheter. Mais on trouve de quoi recharger. Alors il est vrai que ces armes-là, dans une panoplie de tireurs sportifs, c'est un peu surprenant. Moi, je dirais que j'ai une affection particulière pour les armes anciennes qui ont un peu tendance à disparaître. Aujourd'hui, parce que hormis les tireurs sportifs que nous sommes, certains collectionneurs, mais ça devient de plus en plus compliqué pour eux pour pouvoir détenir une collection, mais ces armes-là, si on n'y prête pas attention, elles vont peut-être disparaître. Enfin, je parle au niveau européen, parce que aux États-Unis, en Russie, il y a du stock, mais aux États-Unis, ils sont friands de ces armes anciennes, en particulier des armes anciennes européennes. Donc aux États-Unis, ça va rester. Avec les nouvelles législations européennes, j'ai bien peur que ces armes-là, un jour ou l'autre, se transforment en presse-papier. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo que j'ai faite passer sur un article concernant la nouvelle législation sur les armes, et en particulier sur la neutralisation des armes. C'est une catastrophe. Ce n'est plus des armes, ce ne sont plus des armes, ce sont des presse-papier. Donc moi j'ai une affection particulière. Alors c'est vrai qu'on ne va pas tirer 3 boîtes de cartouches par semaine avec ces armes-là, bien qu'elles restent très très précises. Ce sont des armes qui, à l'époque, équivalaient aux 9 mm d'aujourd'hui. Donc, bon, ça reste quand même quelque chose de très, très, très sympa. Donc, les Russes rachètent le brevet immédiatement, pratiquement, et se lancent dans la fabrication de ces armes-là. Alors bon, moi j'ai eu la chance de trouver un 1936. C'est vrai que j'évite d'acheter des armes qui sont fabriquées pendant les périodes de guerre,
que ce soit la Première ou Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on n'est pas, on n'a pas quelque chose de très très bien fini. Pendant pendant une période de guerre, les armes sont fabriquées vraiment de façon industrielle. Il faut que ça sorte en fabrication et elles sont pas forcément très bien finies. Là, c'est du 1936. C'est une arme qui est parfaitement, elle est neuve en fait. Hein. C'est une arme qui sort de stock. Russes, ce sont des armes qui sont neuves, qui ont aucune trace, aucune. Enfin, c'est vraiment de toute beauté. C'est vrai que en tant que tireur sportif, j'ai quelques détentions qui sont destinées aux armes anciennes et honnêtement, je préfère tirer avec un Nagant 1895 qu'avec un Glock, même nouvelle génération. Ces armes synthétiques, ces armes en plastique, je sais pas, il y a quelque chose avec lequel je n'arrive pas trop à fonctionner. Alors bon, je comprends tout à fait que certains soient totalement passionné par ces armes-là. Moi, personnellement, je n'ai pas le contact avec la matière. C'est-à-dire que si j'ai pas de l'acier ou si j'ai pas des usinages ou si j'ai pas... Il y a quelque chose qui me convient pas. Après, c'est une question de goût, c'est une question de choix. Je comprends tout à fait qu'on tire au Glock 9 mm. Hein, c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat, en fait. Hein. Mais bon, moi je laisse quelques détentions pour les armes anciennes, parce que je trouve qu'elles sont quand même assez extraordinaires. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est un peu comme dans l'automobile avec un Glock, vous avez l'impression d'avoir une 308, alors que là, vous avez plutôt l'impression d'avoir une traction avant, quoi. Donc, bon, après, c'est une question, il n'y a rien de nostalgique, hein, mais je pense que ces armes-là, qui ont, pour celles-là, 125 ans, ont quand même encore quelque chose à nous dire sur la façon dont elles ont été pensées, fabriquées, et ça fait partie de l'histoire et ça fait partie du patrimoine et ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est pour ça qu'en fait, la destruction des armes qui est demandée par l'Union européenne suite aux attentats que l'on a connus, parce que je parle de destruction quand on regarde un petit peu la neutralisation des armes, des armes aujourd'hui, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment, à la limite, sur cette arme-là, vous allez souder le barillet, vous allez boucher le canon, vous allez souder la détente, vous allez souder le chien, vous allez... bon, donc après, bah, vous prenez ça, posez ça sur le bureau, et puis ça n'a aucun intérêt. Donc je pense qu'on peut neutraliser une arme sans forcément la détruire. Bon, maintenant ça a été fait en urgence, comme d'habitude, par des personnes qui n'y connaissent rien, donc bah, forcément on a ces normes et ces lois qui sortent. Quand on en parle au banc d'épreuves de Saint-Étienne, où ils font justement les nouvelles neutralisations, ils en sont malades, parce que bien souvent ce sont des anciens armuriers. Maintenant, bon, c'est comme ça, voilà. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, alors que bon, je pense que ça n'a rien à voir. Un tireur sportif et un terroriste, ça n'a aucun rapport. Voilà. Donc, bah, prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais je pense que je vais vous tenir informé un petit peu de ce qui se prépare au niveau européen. Parce que je pense qu'on va être bah, les parents pauvres au niveau mondial sur tout ce qui est armes. La législation va ne faire que d'empirer et bientôt, bon, je pense que ça deviendra impossible, même voire de détenir une arme ou bon, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est pas très encourageant ce que je vous dis, mais c'est la réalité des choses. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit patrimoine historique vous aura plu.
Et je vous dis à bientôt et prochaine vidéo. J'espère la sortir avant Noël. À très bientôt.